Alors, bonjour Maëva. Bonjour Elodie. Aujourd'hui, tu vas nous expliquer comment bien se sentir en hiver. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Et oui, parce que nous sommes actuellement en plein cœur de l'hiver, alors peut-être que vous vous sentez un peu plus fatigué, avec moins d'énergie, vous êtes plus sensible aux infections et aux virus, peut-être aussi que vous avez plus envie de grignoter ou simplement le moral est au plus bas. Et peut-être même que vous dites que c'est normal parce que c'est l'hiver, qu'on voit plus le soleil, parce qu'en effet, hein, il se lève après nous et souvent il se couche quand on est déjà rentré. Et puis c'est vrai que dans la nature, tout paraît calme. Et effectivement, l'hiver, c'est une saison de repos et d'introspection. Et pourtant, notre monde moderne ne nous permet plus vraiment de respecter le rythme des saisons, ce qui nous met souvent à rude épreuve. Et pour autant, ce n'est pas normal de se sentir mal en hiver. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous partager quelques petites astuces pour se sentir bien, même en hiver. Alors tout d'abord, on va pouvoir compter sur le soleil. En fait, comme je vous l'ai dit, on ne voit plus le soleil et le manque de luminosité peut vraiment être pesant pour l'énergie et le moral. Alors peut-être que vous êtes sujet même à une dépression saisonnière qui va commencer le plus souvent à l'automne et qui disparaît comme par enchantement quand vient le printemps ou bien si vous avez la chance de voyager au soleil. Mais tous les ans, elle est au rendez-vous avec le même rythme et aussi avec les mêmes ressentis. Alors on se sent plus triste, plus irritable, avec moins d'énergie, on a du mal à se concentrer, on a moins envie de sortir, on a envie de dormir plus longtemps, en tout cas on aimerait dormir plus longtemps, et puis on a du mal à sortir du lit le matin. On constate qu'environ une personne sur 10 serait concernée par la dépression saisonnière, alors que les variations saisonnières touchent plus de 9 personnes sur 10, avec donc des modifications de l'humeur ou du comportement. Et une grande partie des troubles saisonniers sont en fait provoqués par un dérèglement de l'horloge interne qui contrôle de nombreux processus dans votre corps. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Oui, alors le manque de luminosité, par exemple, va entraîner notamment deux choses. La première chose, ça va être une sécrétion tardive de la mélatonine. La mélatonine, c'est donc l'hormone du sommeil, de l'endormissement. Si bien que, en fait, on a des difficultés à s'endormir à une heure raisonnable. On a plutôt tendance à se coucher plus tard en hiver, alors que pourtant il fait nuit plus tôt. Et on a aussi plus de mal à refaire surface quand le réveil sonne. Alors, le bilan de tout ça, c'est que nos niveaux de mélatonine sont plus élevés la journée, ce qui va entraîner une somnolence dont on ne parvient absolument pas à se débarrasser. Donc, en gros, c'est comme si on dormait toute la journée. Et puis, en parallèle, on va aussi avoir une baisse de la sérotonine, qui est l'hormone de la sérénité, de la bonne humeur. C'est aussi elle qui va réguler l'appétit et le sommeil, puisque c'est le précurseur de la mélatonine. Donc, les conséquences d'un taux de sérotonine faible, ça va être donc les troubles du sommeil, mais aussi la baisse de morale, une fatigue qui va être plus importante, on va avoir moins d'envie, d'estime de soi, même moins de confiance en soi, et ça peut aller jusqu'à des symptômes dépressifs. Ce qu'il faut savoir, c'est que 95% de la sérotonine est produite dans l'intestin. Donc, il va vraiment falloir en prendre soin. Pour chouchouter nos intestins, mais aussi la sérotonine, on va pouvoir penser à consommer des aliments riches en tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé essentiel et précurseur de la sérotonine. Donc, on va retrouver notamment dans le poisson, par exemple les petits poissons gras, les œufs qu'on va préférer en 0 FR, les noix, les oléagineux en général, les bananes, les légumineuses, les graines germées, etc. On va aussi pouvoir consommer des produits fermentés pour optimiser la santé intestinale et pourquoi pas faire des cures de probiotiques selon le profil et selon les besoins. Ou aussi, on peut opter pour des plantes adaptogènes. Il faut vraiment, par contre, choisir celle qui vous convient. Mais voilà, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Alors, est-ce que tu peux nous en présenter quelques-unes? Oui, alors on va avoir par exemple le ginkgo biloba qui va être une plante qui va agir sur plusieurs domaines, qui va avoir plusieurs effets. On la connaît principalement pour la microcirculation parce qu'en fait elle relance aussi l'énergie, même au niveau mitochondrial, mais elle va aussi permettre de rééquilibrer les neurotransmetteurs. Donc vraiment
C'est une plante rééquilibrante, relaxante et rééquilibrante. On va pouvoir trouver aussi la rhodiole qui peut être utile pour booster notamment la dopamine, mais elle a aussi un rôle équilibrant. Alors, on la prendra surtout le matin pour éviter des problèmes d'endormissement le soir. Et elle a un côté stimulant. Elle va augmenter les taux d'hormones en fait circulantes dans le corps. Le griffonien, on en entend beaucoup parler. Alors ça, c'est pareil, c'est toujours à adapter au profil, mais c'est une plante qui va avoir un actif précurseur de la sérotonine qu'on va pouvoir utiliser pour soulager temporairement l'anxiété, la dépression, le stress, voire même certaines formes d'insomnie. On va avoir aussi la passiflore, qui est une plante que j'aime beaucoup, qui est une grande anxiolytique et qui a une action sur la sérotonine et le GABA. Donc le GABA, c'est l'hormone de l'apaisement. On l'utilise aussi souvent dans les troubles du sommeil. On peut compter aussi sur le millepertuis, par exemple, que c'est un grand régulateur qui est moins facile peut-être à utiliser parce qu'il est un grand détoxifiant du foie et donc on ne l'utilise pas quand on prend à côté un médicament ou même la pilule. Bref, voilà, il y a vraiment beaucoup de plantes adaptogènes qui sont à disposition et ça peut être intéressant de faire un point avec votre naturopathe pour savoir laquelle vous convient. Qu'est-ce que tu conseilles quand on manque de soleil? Alors, bien sûr, l'idéal, c'est de pouvoir profiter de la lumière naturelle au maximum pour pouvoir équilibrer justement ce fameux rythme circadien, donc le cycle veille-sommeil. Mais quand on ne vit pas dans une région ensoleillée, on a aussi cette option d'utiliser une lampe de luminothérapie. Alors, il y a quand même plusieurs critères à respecter pour trouver une lampe qui soit correcte. Déjà, elle doit produire de la lumière blanche. Ensuite, son intensité, on estime qu'elle doit être autour de 10 000 lux, un minimum de 2500 lux. En fait, plus elle a de lux, plus le temps d'exposition sera court. Elle doit aussi posséder un filtre pour nous protéger des rayons UV. Et ce qui est important, c'est qu'elle doit être soumise à la norme CE, matériel médical. Alors, c'est la norme 8342 CEE et c'est important quand même de le vérifier lors de l'achat, en fait. Il faut quand même noter qu'elle est contre-indiquée en cas de pathologie oculaire comme la cataracte, le glaucome, la maculopathie ou la rétinopathie, en cas de psychose maniaco-dépressive, de bipolarité ou de traitement à base de lithium et de prise de médicaments photosensibilisants. Sortir ses baskets, c'est renouer avec l'activité physique. Alors, ce serait encore mieux en extérieur, justement, pour pouvoir profiter du soleil. Mais c'est vrai que l'activité physique, quand elle vient à manquer, ça peut faire qu'on se sent plus fatigué, de plus mauvaise humeur et plus enclin aussi à prendre du poids en hiver. Et en fait, quand le corps bouge suffisamment, donc surtout en extérieur, là, on va mettre toutes les chances de notre côté pour être plein d'énergie, pour garder l'esprit vif, pour être prêt à affronter une nouvelle journée. Donc, malgré le froid, ne renoncez pas à votre activité physique. Essayez de pratiquer 20 minutes, une demi-heure de marche chaque jour ou bien une activité que vous allez choisir selon vos goûts. Alors, ça peut être à deux pour se motiver, ça peut être une activité douce qui est raccord avec ces temps hivernaux et puis aussi pour rester dans l'intériorité. Alors, on va retrouver les étirements, le yoga, le tai chi par exemple, ou alors on peut maintenir une activité plus soutenue pour rester entraîné comme l'endurance, la musculation, cardio, etc. Ce qui compte, c'est vraiment de choisir l'activité qui vous plaît parce que c'est quelque chose que vous devez sentir qui doit vous nourrir. Mais quoi qu'il en soit, peu importe l'activité que vous choisissez, pensez toujours à maintenir une activité physique de base, c'est-à-dire préférer les escaliers, par exemple, plutôt que l'ascenseur, ou bien prendre les trajets à pied ou à vélo, s'ils sont un petit peu plus longs, descendre une station de bus ou de métro avant l'arrivée, etc. Voilà, plein de petites choses à mettre en place pour garder le corps en mouvement. En fait, l'activité physique va favoriser l'évacuation des stress. Et pendant un exercice physique, on va avoir des endorphines, donc les hormones du bien-être, et la dopamine, donc c'est l'hormone de la motivation et du bonheur, qui vont être libérées, ce qui va diminuer l'anxiété et aussi améliorer la qualité du sommeil. Et par ailleurs, l'activité physique va optimiser la régulation du métabolisme. Ça va aussi favoriser l'évacuation des diverses toxines qu'on a tendance à accumuler dans notre quotidien, encore plus en hiver et encore plus après avoir enchaîné les repas de fête. Donc, c'est vraiment quelque chose à pratiquer en toute occasion. Mon troisième secret, ça va être de mettre de l'énergie dans son assiette. En fait, pour passer l'hiver en pleine forme, il va falloir déjouer deux pièges, les surcharges et les carences. Alors, si les deux paraissent contradictoires, en fait, elles sont réellement liées. Les surcharges,
Elles proviennent d'une nourriture qui est excessive et ou inadaptée, c'est-à-dire industrielle, dévitalisée, etc. Et les carences, quant à elles, elles peuvent être conséquentes à ces surcharges parce qu'elles vont empêcher la bonne assimilation intestinale, mais aussi parce que cette alimentation dévitalisée, industrialisée est pauvre en micronutriments. Et donc les carences en vitamines et en minéraux, on va les retrouver finalement plus facilement dans les aliments qui naissent d'une terre qui a été traitée, voire maltraitée. Ça peut être aussi lié au raffinage, aux transformations des aliments, à leur transport, aux emballages ou même avec ce qu'on fait de ces aliments, c'est-à-dire les modes de préparation, donc l'épluchage, le lavage et aussi la cuisson. Comment savoir si on manque de micronutriments? Alors pour savoir si on manque de micronutriments, en fait, je pourrais faire une liste de symptômes à peu près comme Mhm. ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais basiquement, on peut retrouver de la fatigue, de la nervosité, des troubles du sommeil, de la pâleur, des vertiges, des maux de tête parfois, ou bien plus de sensibilité aussi aux infections, on a plus de mal à se défendre. On peut aussi trouver des problèmes de peau. Alors tout ce qui est problème de peau, les ongles cassants, les cheveux secs, les cheveux qu'on perd, les gencives qui saignent aussi, ça peut être des signaux d'alerte. En fait, il y a plein de petits signes comme ça qui peuvent alerter, c'est important de les écouter. Et en fait, c'est assez logique puisque les carences en vitamines et en oligoéléments vont réduire nos capacités de défense. Et c'est particulièrement vrai pour les vitamines, pour le zinc, pour le sélénium, mais aussi pour les protéines. Donc là, on n'est plus dans les micronutriments, on est dans les macronutriments, mais c'est important d'en parler aussi, puisque ces protéines sont les briques qui sont indispensables à la construction et au bon fonctionnement du système immunitaire. Pas que, mais entre autres. Donc, lorsque vous manquez de protéines ou lorsque vous manquez de micronutriments, en fait, vos cellules, elles vont souffrir d'une perte d'activité globale. Elles ne peuvent plus fonctionner correctement. Et à terme, ça peut affaiblir votre terrain, votre bien-être et puis bien sûr votre santé. D'accord. Alors explique-nous pourquoi est-ce que c'est mieux de manger des aliments de saison? Alors, en effet, on conseille de manger des aliments de saison, donc des fruits et légumes de saison, parce que la nature est bien faite et en fait, les aliments saisonniers vont soutenir parfaitement notre organisme au changement qu'imposent les saisons. Donc, les aliments bruts, locaux, naturels et frais, ce sont vraiment des aliments vivants qui vont déborder d'enzymes, de vitamines, de sels minéraux, d'oligoéléments et d'eau et qui vont nourrir nos cellules en profondeur et favoriser la vie dans une période où notre corps doit s'adapter aux nouvelles conditions climatiques et de rythme, à ce nouvel environnement qui va impliquer donc un nouveau fonctionnement. Et donc son adaptation va se faire au niveau cellulaire et c'est bien plus important que ce qu'on pourrait imaginer. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir privilégier cette alimentation-là. En été, naturellement, on va privilégier une alimentation qui va refroidir l'organisme avec des fruits et des légumes frais qui sont riches en eau et qui vont favoriser l'élimination des toxines. Eh bien, en hiver, le corps va réclamer plutôt des nutriments pour maintenir sa température et pour faire face au manque de lumière et au froid. Donc, les cellules du système immunitaire vont fonctionner différemment en hiver. Le sang, par exemple, va s'épaissir pour protéger les organes. Les taux de sucre vont être un peu plus instables. Le sommeil va être parfois un petit peu plus compliqué. Ça ne fonctionne pas avec les aliments industriels ou qui sont réchauffés, etc. Parce que ce sont des aliments dépourvus de toute vitalité. En fait, ils vont participer plutôt à nous fatiguer et à nous faire prendre du poids parce que le corps a plutôt tendance à stocker en hiver pour pouvoir se prémunir du froid. Donc, cette alimentation déséquilibrée va en plus encrasser le foie qui va devoir éliminer ces excès de toxines par la peau et les muqueuses ORL notamment. En fait, c'est ce qu'on appelle les mucoses ou les cols en naturopathie qui vont se manifester sous forme de sécrétions chroniques plus ou moins épaisses et qui font le lit des infections. En fait, en naturopathie, on établit l'encrassement comme l'une des grandes causes des écoulements chroniques de l'arrière-nez ou voilà, de tout ce qui vient irriter la gorge comme ça et générer des infections ORL chroniques. Donc, les aliments qui génèrent les mucoses, ce sont principalement les produits raffinés, donc industrialisés, le sucre, les farineux, mais aussi certains produits laitiers.
Donc, ces aliments vont favoriser, encore une fois, deux choses, une inflammation intestinale et la perturbation de la flore intestinale. Donc, l'inflammation intestinale, elle vient contribuer à l'encrassement. Et en plus, il faut savoir que les muqueuses respiratoires sont la continuité des muqueuses digestives. En fait, c'est comme si ça associait vraiment l'intestin et la sphère ORL. Et c'est pourquoi prendre soin de son intestin, c'est vraiment une démarche indispensable pour prévenir les infections ORL. Et puis, une flore intestinale perturbée, ça va être plutôt embêtant parce qu'en fait, cette flore intestinale, c'est vraiment la maîtresse de notre immunité. 80% environ des anticorps utilisés dans les voies respiratoires proviennent de l'intestin. Donc, un déséquilibre du microbiote va avoir des répercussions négatives sur l'immunité et notamment sur l'immunité respiratoire. Donc, consommer de saison, eh bien, ça va encourager les circuits courts, ça va aussi permettre de pouvoir consommer plus de produits locaux, mais ça va aussi diminuer la pollution engendrée par le transport et en même temps, de faire ce geste en fait pour l'environnement, eh bien, on va pouvoir mieux se nourrir, mieux alimenter nos cellules, puisque ce sont des aliments qui sont beaucoup plus vivants, beaucoup plus vitaux. Peux-tu nous parler du repos, l'importance du repos? Oui, alors, donc le repos, en fait, naturellement, on obéit à des cycles, donc des cycles jour-nuit avec des phases d'activité repos. Et en fait, les cycles des saisons font partie aussi de ces cycles biologiques. Et naturellement, nous sommes faits pour fonctionner au ralenti pendant l'hiver. En fait, c'est la saison la plus froide, c'est celle du repos de la végétation, c'est celle de l'hibernation de certains animaux. Et nos anciens aussi savaient bien que l'agriculture, par exemple, s'arrêtait en octobre et qu'elle ne reprenait que environ en mars-avril. Donc l'hiver, c'est vraiment un temps de calme où tout va s'apaiser et s'endormir. Et pourtant, c'est souvent le moment où on travaille le plus. Alors, entre les bonnes résolutions de la rentrée, les bonnes résolutions de la nouvelle année, entre-temps, il y a les fêtes à gérer, etc. Donc, on est vraiment loin, en fait, des vacances estivales où là, pour le coup, on se repose. Et pourtant, le froid va ralentir notre cerveau, va ralentir nos fonctions et notre condition physique générale. Donc, les surcharges sont moins fluides, elles vont générer un terrain propice à l'installation des virus. Et d'ailleurs, les cellules se déplacent moins vite, ce qui va ralentir les réactions immunitaires, mais le froid va donner un autre avantage aux virus. En fait, plus il fait froid, plus leur coque va devenir résistante et donc plus ils vont pouvoir augmenter leur durée de vie dans l'air. On va avoir nos hormones qui vont s'adapter à ce rythme naturel. Alors la thyroïde, par exemple, c'est une des premières glandes à nous mettre en économie d'énergie pour nous protéger du froid. C'est elle qui va faire de la chaleur, mais c'est aussi elle qui va faire du gras. Et ce rythme est incompatible avec un mode de vie stressant basé sur la productivité. Donc dans ce cas, les surrénales vont produire plus de cortisol pour nous booster. Par contre, le cortisol va faire baisser l'immunité. Donc vraiment la relaxation, le repos et un sommeil de qualité, un sommeil plus long que d'habitude, en tout cas que dans les périodes estivales, vont pouvoir permettre de prévenir tout ça et d'optimiser notre immunité et notre vitalité. Et c'est ce qui explique pourquoi les besoins en sommeil sont plus importants en hiver. Donc c'est vraiment important de les respecter. D'accord. Alors, est-ce que tu as quelques astuces pour rééquilibrer le cycle veille-sommeil, ce cycle circadien si important? Oui, alors on peut déjà reprendre basiquement ce qu'on a vu déjà, donc s'exposer le plus possible à la lumière naturelle du soleil. Dans le cas contraire, s'aider d'une lampe de luminothérapie. Et, bon, on va préférer quand même les séances le matin ou le midi, sinon on risque d'être trop en forme le soir. Manger des produits qui vont être riches en micronutriments et favoriser les repas plutôt légers le soir pour favoriser aussi le sommeil. On peut profiter de la pause déjeuner pour faire une courte balade de 20 à 30 minutes, mais voilà, marcher, se remettre en mouvement. Et puis aussi, on va éviter tout ce qui est excitant à partir de 16 heures, donc le thé noir, le café ou le tabac, si c'est possible en tout cas. Et puis éviter aussi les écrans, donc tout ce qui est télévision, ordinateur, mais aussi tablette et téléphone, au moins 2 heures avant le coucher, parce qu'en fait, ce sont des leurres qui viennent bloquer la sécrétion de mélatonine, notre hormone du sommeil. On peut aussi compter sur l'aide des plantes et des micronutriments. Alors ça va dépendre aussi des affinités de chacun, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'il est possible de faire.
On peut s'aider notamment des produits de la ruche. Alors, j'aime bien ces cures-là parce que je trouve que c'est assez intéressant, assez enrichissant. On peut utiliser par exemple la gelée royale sur 10 jours par mois pendant l'hiver pour améliorer la vitalité et la résistance. Et puis les 20 autres jours, on peut utiliser du pollen frais à raison d'une cuillère à soupe par exemple pour faire le plein de vitamines, de minéraux, d'enzymes, d'antioxydants. Et puis si besoin en cas d'infection, pour protéger les muqueuses et pour renforcer les défenses innées, on va pouvoir compter sur la propolis. Mais on peut aussi s'assurer d'avoir un bon statut en micronutriments. Alors, on va retrouver les incontournables, donc la vitamine C, qui est vraiment la vitamine de l'immunité et de la vitalité. La vitamine D, évidemment, qui est la vitamine du soleil, qui nous manque tant en hiver et qui est une grande alliée du système immunitaire. On va retrouver le fer aussi, qui peut, comment dire, manquer souvent. En fait, la carence en fer est assez fréquente et elle se traduit généralement par de la fatigue, par une plus grande fragilité, par un teint pâle, de l'essoufflement aussi, ou encore des problèmes d'attention. Et puis, on va retrouver par exemple le zinc qui va être impliqué dans le processus, dans tous les processus de fabrication des anticorps et des globules blancs. Et puis aussi, on va avoir quelques plantes vraiment à visée immunitaire, vitalisantes, comme le cyprès et le thym, qui sont connus pour leurs propriétés antivirales très importantes. Le pin, PIN, bien sûr, qui agit comme un antiseptique des voies respiratoires et puis comme fortifiant aussi. On va avoir l'échinacée qui va favoriser la résistance, qui va améliorer l'immunité. Puis on peut penser aussi aux épices qu'on utilise plus souvent, peut-être en hiver avec les épices de Noël. Donc basiquement, on va avoir le gingembre qui va aider les globules blancs à parvenir plus rapidement aux microbes en stimulant la circulation sanguine. Il va aussi donc renforcer l'immunité contre les infections hivernales, donc les rhumes, bronchites, angines, etc. On va avoir la cannelle qui va avoir, elle, un double intérêt parce qu'elle va augmenter la réponse immunitaire aux agressions, mais elle va aussi aider à combattre les infections ORL. Elle va diminuer la résistance à l'insuline et elle va aider la digestion. Et c'est quand même plutôt bon à savoir dans cette période avec quelques excès alimentaires. On va avoir aussi la badiane de Chine qui à la fois tonifie l'estomac et stimule la production de mucus à tous les niveaux, donc vraiment pour protéger les muqueuses. On peut citer encore la cardamome, le clou de girofle, la muscade, etc. Mais vraiment, les épices peuvent devenir vos alliés dans vos repas, dans l'alimentation. Et donc, pour conclure, Alors, pour conclure, vraiment se rappeler que nous sommes soumis aussi en tant qu'êtres vivants à des cycles biologiques et que l'hiver, c'est vraiment une saison qui nous invite à nous recentrer. C'est un temps de réflexion, d'introspection. Ça va être un temps de repos qui va être productif par la suite, c'est pour mieux rebondir. En fait, il va nous apprendre à faire, mais à faire autrement, en respectant plutôt un rythme lent, en respectant son propre rythme, en respectant le rythme de sa santé à préserver. C'est vraiment un moment qui va marquer un temps de pause, qui va être vraiment utile si on sait l'employer. Et c'est le moment de revenir vers soi, vers l'intérieur, de s'explorer et puis de prendre soin de soi. la voix de la sagesse. Merci beaucoup, Maëva. Merci Elodie. À très bientôt. À bientôt.